surtout parler donc de l'Eisenmenger, en vous disant peut-être quelques mots sur les questions qu'on se pose vis-à-vis d'une opérabilité ou d'une réversibilité, mais c'est tellement compliqué que finalement. Et donc, en fait, c'est assez intéressant de voir les deux prototypes. On est là à essayer effectivement d'éteindre le feu d'une maladie évolutive et qui contraint le ventricule droit. Et quand on se retrouve à l'âge adulte, on a un shunt qui était un shunt gauche-droit, qui a abîmé les artérioles au point que ces résistances pulmonaires sont très élevées et supérieures aux résistances systémiques et que le shunt devient droit-gauche. Et quand on regarde les adultes Eisenmenger ou les jeunes adultes, etc., d'abord, c'est une maladie, qui est théoriquement en train de disparaître dans les pays dits développés, puisqu'on diagnostique précocement les chantes et qu'on les opère tôt. Mais on a quand même un certain nombre d'adultes, la quarantaine, qui ont passé, vous voyez, les fils de paysans, on leur disait « mais non, t'as rien, toi, t'as rien, vas-y, continue à travailler ». Et puis à la fin, ils vont voir un cardiologue à 10 ans, puis « ah bah là, non, c'est trop tard ». Et puis, vous avez tous les patients des pays en développement qui n'ont pas été opérés et qui viennent. Et puis, il faut le dire, on a une grosse cohorte de trisomiques, puisque on pensait, il y a 30 ans, que de toute façon, un trisomique, ça allait mourir à 30 ans. Alors, avec ou sans cardiopathie, ça ne changeait pas grand-chose finalement, et qu'il y avait qu'à pas l'opérer, ce serait plus simple. Donc après, ce n'était pas une stratégie de tout le monde, mais c'était quand même une stratégie assez répandue. Et on se retrouve avec des jeunes adultes trisomiques qui, donc, la plupart du temps, ont un CAV complet ou une CIV, et des hypertensions pulmonaires dont la vie est assez infernale parce que ce qu'on veut dans la vie, c'est être chouchouté, pour faire un peu de trucs avec sa famille. Et puis finalement, là, ils rament parce qu'ils sont très bleus, ils ont pas de structure d'accueil facile. Et donc, c'est quand même une grande partie de nos patients adultes Eisenmenger. Et autant vous dire que quand j'ai commencé à faire des congénitales adultes, on ne sait pas quoi faire, de manière filée en plié. Bref, et tout ça pour vous dire que donc j'en suis beaucoup, j'adore, hein, honnêtement c'est marrant, mais voilà. Donc finalement, les définitions et critères pour HTAP, ça n'a pas trop lieu d'en parler ici. Vous en avez parlé sûrement des seuils, du fait que maintenant c'est la pression pulmonaire vers 20 mm et qu'on en est plutôt à 3 mm de résistance, 3 unités brutes de résistance vasculaire pulmonaire, avec une pression capillaire qui doit être inférieure à 15 quand tu parles du précapillaire. Alors, comment ça se passe quand on est avec une cardiopathie congénitale? Eh bien, vous le savez, on est avec des résistances vasculaires pulmonaires élevées qui vont s'abaisser rapidement quand on a un cœur normal, le débit pulmonaire va augmenter et la pression pulmonaire va baisser. Quand vous avez un shunt, les choses vont changer, vous allez élever votre débit pulmonaire dans un premier temps. Et puis, vous allez avoir encore des résistances basses un peu qui vont autoriser le shunt jusqu'au moment où ces lésions artériolaires vont être trop importantes et à la fin, élever les résistances pulmonaires, là-haut, là, que vous ne voyez pas, vous le voyez? Ah, tu peux l'enlever. D'accord, ok. Et finalement, avoir un shunt qui devient droit-gauche quand ces résistances deviennent supérieures aux résistances systémiques. Si on parle d'un shunt qui fait communiquer les deux circulations, puisqu'on peut, par exemple, avec une CIA, avoir un Eisenmenger, mais être suprasystémique, puisque ça ne fait pas communiquer les deux ventricules ou les deux vaisseaux. Donc, il y a un phénotype un peu différent dans l'Eisenmenger des CIA. D'abord, c'est plus tardif. Ensuite, on peut avoir une PVD supra avec un shunt atrial. Et ensuite, le pronostic est moins. Donc, globalement, c'est un truc un peu basique pour dire qu'il faut avoir un gros trou pour faire de l'Eisenmenger. Alors, on considère qu'il y a un canal ou une fenêtre de plus de 8 mm chez un adulte, une CIA une CIV de plus de 1 cm et un trou de 2 cm dans une CIA va vous donner un shunt suffisamment important pour ensuite abîmer vos artérioles pulmonaires. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en gros, on peut retenir que c'est globalement la moitié de la voie de sortie. Donc, si le sang il se dit alors je vais où? Je vais là où les résistances pulmonaires sont basses. Et si en plus ça fait un diamètre suffisant, on imagine que le shunt va être plus important.
Quand on parle d'Eisenmenger, souvent on fait des erreurs de diagnostic ou de nomenclature, puisque parler d'un Eisenmenger, c'est dire qu'on a un shunt droit-gauche, et ça n'est pas avoir une hypertension artérielle pulmonaire résiduelle d'un shunt qui a été fermé trop tard, par exemple. D'accord ? On ne parle pas d'Eisenmenger quand le shunt est fermé. Parce que c'est deux phénotypes complètement différents, avec une cardiopathie cyanogène et un Eisenmenger. On va avoir une soupape qui existe, plus mauvaise si c'est une CIA. On va avoir tout un ensemble de manifestations systémiques liées à la cyanose, alors que quand on a un shunt fermé, on va évoluer un peu comme l'HTAP dite idiopathique des non-congénitaux ou l'HTAV dont on vient de parler chez les enfants. Alors, la grande question, c'est quand est-ce qu'on doit encore fermer un shunt ? Et donc, c'est une des... C'est les définitions, excusez-moi, je ne les ai pas mis dans le bon ordre. Et donc, on va se trouver avec les cardiopathies congénitales avec plusieurs situations. C'est-à-dire l'HTAP précapillaire qu'on va avoir dans les Eisenmenger et dans d'autres cardiopathies congénitales qui sont beaucoup plus compliquées à évaluer, par exemple les ventricules uniques ou ce qu'on appelle l'HTAP segmentaire, par exemple dans les atrésies pulmonaires à septum ouvert, la vascularisation elle est assurée par des collatérales qu'on appelle des MAPK et qui vont donner l'hypertension dans un segment puis pas dans l'autre, et ça c'est très compliqué à la fois à évaluer et puis à savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement, parce que vous n'êtes pas sûr qu'en majorant le champ d'un côté, vous allez améliorer quelque chose. D'ailleurs, même le traitement de l'HTAP, les premiers traitements des Eisenmenger, on s'est posé la question de savoir si c'était bien intelligent d'aller forcer les artérioles pulmonaires qui étaient un peu musclées et parfois bouchées, les vasodilater, alors que vous laissiez potentiellement, si c'était possible, un shunt gauche-droit. Donc, ça veut dire que dans certains malades qui sont des diagnostics un peu intermédiaires, avec des artérioles à moitié abîmées, ou par exemple, vous n'auriez pas de cyanose, encore un peu de shunt gauche-droit, mais du shunt droit-gauche à l'effort, c'est-à-dire un truc entre deux, est-ce que c'est bien intelligent d'aller mettre un traitement de l'HTAP s'il vous reste encore un stimulus pour aller abîmer les artérioles pulmonaires? Donc ça, c'est une question qui se posait, et c'est d'ailleurs une des choses qui s'est posée comme question quand on a débuté les traitements de l'HTAP dans les Eisenmenger, pour se dire, est-ce que c'est pas, au moins, est-ce que c'est pas délétère? La réponse a été non, et je vous en parlerai un petit peu. Et puis, dans les cardiopathies congénitales, et ce n'est pas notre sujet, on a aussi du post-capillaire. Vous avez tous les ventricules uniques qui ne marchent pas, ou les fuites des valves auriculo-ventriculaires, les obstructions des veines pulmonaires, etc. Et celles-là, elles vont être un peu compliquées. Ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais imaginez-vous que quand on se trouve face à une cardiopathie congénitale, finalement, quand c'est un enfant, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes dans une épure. Il a une large CIV, il n'y a rien d'autre, j'en suis sûre. Et donc, la question, ça va être de savoir, est-ce que finalement, ça va valoir le coup, si les malades ne sont pas dans un protocole parce qu'ils vont bien et que vous dites c'est une CIV, il va évoluer vers l'Eisenmenger et on verra bien quand il sera grand, est-ce que ça vaut le coup de faire un cathé? Probablement, ça vaut le coup de faire un cathé au moins une fois dans sa vie quand on a un chien qu'on voit trop tard. Pourquoi? Parce qu'il faut être sûr qu'on n'a pas autre chose, qu'on n'a pas loupé un truc, une sténose DVP, un truc, voilà. Bref, quelque chose qu'on aurait loupé. C'est la même question d'ailleurs qui va se poser au long cours, c'est est-ce qu'on doit faire des cathés régulièrement comme le font les gens qui font de l'HTAP dite idiopathique, parce que avec ça, ils font des cathés itératifs, car ils évaluent, comme vous l'a dit Damien, l'efficacité du traitement et ils essayent de voir la zone grise dans laquelle ils vont soit changer de traitement, soit s'orienter vers la transplantation cardiopulmonaire. Ça n'est pas quelque chose que nous faisons souvent, c'est-à-dire qu'on a tendance dans les Eisenmenger à ne pas faire des cathés répétés, mais ça peut se discuter. Donc, Eisenmenger, vous avez compris, c'était M. Victor Eisenmenger qui a décrit l'histoire d'un jeune homme qui avait mal poussé quand il était petit, CIV, qui est devenu de plus en plus bleu, puis il est mort. Quand il a fait l'autopsie, il a dit « Ah, ça y est, j'ai compris, il avait une CIV, le shunt s'est inversé. » Et plus tard, toute cette séquence et ce qui a donné son nom, ça a été Paul Wood en Angleterre, qui a décrit ça et qui a dit le syndrome d'Eisenmenger, ce n'est pas seulement la CIV, c'est tous les shunts qui vont abîmer les artérioles et ensuite donner un shunt droit-gauche. Alors, comme vous l'avez mis Damien tout à l'heure avec les pieds bleus, si on revient à la clinique basique, vous savez qu'une des choses qui est le plus difficile à diagnostiquer, c'est par exemple le canal artériel Eisenmenger. Pourquoi? Parce que le canal artériel Eisenmenger, vous pouvez vous brosser en écho, on ne voit rien.
Parce que vous êtes habitué, quand vous voyez un shunt, à voir un truc très véloce. Et ben non, quand on a un gros canal artériel, on ne le voit pas. Et puis, quand on regarde la paix, on ne voit rien, etc. Donc, souvent, moi, on m'appelle en cardio et on me dit « Tu veux pas voir le malade, il a de l'HTAP ?» Alors, je me dis « S'il vous plaît, enlevez les chaussettes. » La dernière fois, mon chef de service m'a dit « Mais c'est quoi tes gris-gris, s'il te plaît ?» Je dis « Non, je ne sais pas, je suis sûre qu'il n'a pas les orteils bleus. » D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'un canal artériel, ça ne vous désature pas des membres supérieurs, ça désature des membres inférieurs, et que c'est difficile à diagnostiquer en dehors de ce signe clinique de base. Maintenant, si on se retrouve vis-à-vis de tous ces shunts, eh bien, je vous ai expliqué tout à l'heure que si on avait un shunt qui allait agresser les artérioles à la fois et qui va faire communiquer l'aorte et la paix en systole et en diastole, on va avoir une agression précoce, que ça va être dans les 6 mois quand c'est un canal atrioventriculaire complet, dans les 1 an quand c'est une CIV et dans les 50 ans quand c'est une CIA. Alors, est-ce que vraiment on a des syndromes d'Eisenmenger à 50 ans? Pas vraiment, mais quand on a une CIA large, on peut développer une HTAP de ce même type, mais rarement, du genre 10%. Donc là, je vous ai dit que c'était décrit par Paul Wood, et les séries historiques, c'est-à-dire les séries sans traitement, disaient 2 choses un peu contradictoires. Finalement, la probabilité de survie après 40 ans est de l'ordre de 60%. Donc on disait, c'est déjà pas si mal avec une cardiopathie sévère. Et puis on disait, de toute façon, il ne faut rien leur faire. Et ça, c'est aussi une des difficultés qu'on a vis-à-vis des adultes. Ils ont vécu, quand ce n'est pas des trisomiques, avec l'idée qu'il fallait prendre aucun médicament. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand il y avait de l'HTAP, qu'est-ce qu'il y avait comme médicament ? Les dérivés nitrés. Alors ça, je peux vous dire que j'ai vu des cardiologues adultes prescrire de la trimethylline à des Eisenmenger, c'est pas toujours bien toléré, parce que ça vasodilate systémique, mais pas du tout les artérioles pulmonaires, et parce que sinon, les traitements de l'insuffisance cardiaque, quand je fais le cours au cardiologue, et quand vous êtes cardiologue adulte, vous dégainez les IEC, les bêta-bloquants, les diurétiques, les machins, le sacubitril. Non, en fait, tout ça, c'est pas très intéressant quand on est bleu, parce que l'idée, c'est que tout ce qui est vasodilatateur va vasodilater l'aorte et donc favoriser un champ de gauche. Bref, tout ça pour vous dire qu'avant, on pensait que finalement, c'était pas si mal, même si on savait que tous ces malades étaient extrêmement malades. Et c'est probablement sur la cohorte, on estime que sur une cohorte de congénitaux, 10% ont d'HTAP, 5% sont des Eisenmenger. C'est plus pénible, parce qu'ils vous appellent tous les 4 matins, ils ont plein de trucs, ils sont hyper fatigués, ils sont cyanosés, et puis ils sont face à une incompréhension globale de leur cardiopathie et de leur maladie générale. Donc ça, c'était les vieux trucs, 1998, vous voyez. Alors, comment on comprend ça? Vous avez peut-être déjà eu cours sur ce remodelage vasculaire, je vais passer là-dessus, et sur l'augmentation des résistances pulmonaires. Mais la chose que vous avez dit Damien tout à l'heure, c'est de se dire, quand on a un shunt, on a un shunt qui est une soupape, et puis aussi, quand on a un shunt, on n'a jamais démusclé son ventricule droit, sauf pourquoi? Sauf par exemple pour la CIA, puisque pendant très longtemps, vous pouvez avoir eu un shunt qui va donner une surcharge diastolique du ventricule droit et vous n'éleverez que tardivement vos résistances pulmonaires, si bien que votre VD s'est affiné, alors que quand vous avez une CIV, on vous a toujours demandé la même pression. Donc on se dit qu'à la fois, et on dit qu'il est prime, c'est-à-dire qu'on lui a demandé, c'est Astérix qui est tombé dans la bassine de soupe quand il était petit. Depuis qu'il est tout petit, on lui a demandé de faire de la pression systémique. Donc, il est plus fort. C'est Obélix. Et j'ai dit Astérix ? Ah ouais, c'est ça. Et donc, bref, ça pour vous dire que... les plaques amyloïdes. Alors, bref, vous avez compris les 2 choses qui nous perturbent, qui nous disent que c'est pour ça que les Eisenmenger vont mieux, la soupape et le fait que le ventricule droit, on lui a toujours demandé la même pression. Alors, quand on dit ça va mieux, oui, c'est vrai, parce que... il nous manque un, d'accord. Bref, il nous manque celui du milieu. Quand on a un ventricule normal, la courbure septale est comme ça. Quand on a une PVD suprasystémique, vous le savez, ça écrase le truc. Et puis, quand on a un Eisenmenger, on est un peu au milieu, parce qu'on a une égalité de pression dans les 2 ventricules, sauf dans les shunts prétricuspides. Et d'ailleurs, vous voyez que ces shunts prétricuspides, c'est montré dans ce papier, je n'ai jamais réussi à comprendre comment ils avaient eu ces cohortes, mais bref, c'est intéressant parce qu'ils distinguent ici les CIA et les CIV. Vous voyez que quoi qu'il arrive, les CIA, les Eisenmenger, c'est les plus mauvais des 2 courbes.
mais que c'est beaucoup plus mauvais d'avoir un Eisenmenger avec une CIA qu'un Eisenmenger avec une CIV, et que quand on se met à comparer des hypertensions pulmonaires avec un shunt ouvert et un shunt fermé, eh ben, c'est beaucoup moins bien. Autrement dit, on a supprimé la soupape. Alors bon, cette cyanose, eh bien, j'imagine que vous n'avez pas trop l'habitude, parce que finalement, vous ne devez pas avoir beaucoup d'enfants bleus. Les phallos, ils sont opérés, les transpos, ils sont nouveau-nés, mais nous, on a des gens, c'est impressionnant, qui sont excessivement bleus. Je ne sais pas, j'ai des gens qui viennent à ma consultation avec des SAT à 65%. Et quand ils s'assoient, ils vous disent, oui, ça va. Donc vous vous dites, mais alors, qu'est-ce qu'il a comme saturation veineuse? Ça, des fois, on fait avec Guiti, on se dit, mais alors s'il a 65 dans la gorge, combien il a dans les veines? Bon, il est extrait à mort, donc 40. Voilà. Et quand on fait des lactates, ils ne sont pas plus acides que ça. C'est ça qui est dingue. Et donc, en fait, c'est toute une adaptation qui se fait depuis très longtemps à cette cyanose, et dont une est la polyglobulie. Et le message clé de la polyglobulie, c'est do not touch. Sauf si vous êtes vraiment dans des extrêmes, parce que cette polyglobulie, elle sert, comme les gens qui sont en altitude, à transporter plus d'oxygène. Et donc, la façon de mourir de ces patients, c'est surtout, premièrement, un risque infectieux. Finalement, il y a beaucoup de malades qui meurent de pneumopathie. Et puis, surtout, ce qu'il faut, c'est faire de la prévention. Alors, ce n'est pas une médecine rigolote, la prévention, parce que, moi, j'aime pas trop, quoi, mais c'est important. Parce que, en fait, il faut leur éviter, comme je vous ai dit, tous les médicaments de l'insuffisance cardiaque. Et jusqu'à maintenant, on disait que finalement, un Eisenmenger ne mourrait jamais de son ventricule droit. Maintenant, on sait que c'est faux. On sait que quand on est en défaillance cardiaque sur un Eisenmenger, en gros, ça augure pas très très bien. Si vous avez des signes cliniques ou VOD élevés, vous êtes à peu près dans les dernières années de votre vie. Ça a été montré dans beaucoup de papiers, et que donc à ce moment-là, vous allez devoir mettre des diurétiques qui vont majorer l'insuffisance rénale, la polyglobulie, et vous rentrez dans un cercle assez infernal. Donc au total, c'est une maladie multisystémique avec des anomalies de la coagulation, dont un initial qui est la thrombopénie. Plus vous êtes polyglobulique, plus vous êtes thrombopénique, probablement parce que vous en consommez beaucoup en périphérie, ou alors dans des raisonnements didactiques, c'est parce que la moelle se concentre sur les globules rouges et qu'elle laisse les plaquettes de côté. Bon, il n'y a pas de leucopénie, donc c'est quand même probablement ça, c'est de la consommation périphérique des plaquettes, mais retenez-le, ça veut dire que quand on veut faire remonter les plaquettes, on fait des saignées, d'accord? Voilà. Il y a tout le métabolisme de l'acide urique qui est augmenté, donc il y a beaucoup de lithiase biliaire, il y a des anomalies osseuses très douloureuses et des crises de gouttes, et c'est difficile de faire la part entre celles-là, la dysfonction rénale qui doit faire très attention en particulier aux IEC, les AVC qui sont contre-intuitifs, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous êtes microcytaire, donc plus vous êtes carencé en fer, plus le risque d'AVC augmente. Et puis enfin, les hémoptysies qui sont liées au fait que vous essayez de faire des collatérales pour amener du sang au poumon. Tout ça fait que c'est des malades compliqués. Et enfin, il y a des choses qui sont typiquement cardiaques, des douleurs thoraciques qui sont en fait probablement l'ischémie VD. Je n'ai pas réussi à sortir le dernier papier qui montre qu'en fait, il y a de l'ischémie dans les deux ventricules, dans les thalliums qu'on fait à ces Eisenmenger. Et puis, parfois des embolies pulmonaires, mais surtout, parfois des espèces de ce qu'on appelle, qui existe aussi chez les STAP diabétiques, des thrombus d'alluvionnement, parce que le sang va doucement dans l'artère pulmonaire, donc un peu comme le sable avec de l'eau qui passe dedans, plus ça va, plus le sable s'accumule sur la périphérie du vaisseau, et vous avez une thrombose in situ qui va diminuer le calibre des vaisseaux et qui va naturellement aggraver la cyanose. Bon, elles sont moches ces images, mais c'est pour vous montrer que voilà, c'est ça le thrombus d'alluvionnement, ça peut vous boucher une AP. En soi, la problématique, c'est que vous savez que chez les HTAP, d'ailleurs, vous anticoagulez les petits? Non, pas du tout. Dans les HTAP idiopathiques, on anticoagulait sur les données d'un vieux papier, en particulier dont certaines étaient probablement des HTAP d'origine thromboembolique, et que dans les Eisenmenger, il n'y a pas de recommandation pour mettre des anticoagulants au long cours en dehors de l'arythmie atriale, l'antécédent d'AVC, et même ces thrombus d'alluvionnement ne sont pas une indication en raison du risque d'hémoptysie. Le cerveau, eh bien, c'est un problème. Le cerveau, bien que je sois très impressionnée par la capacité cérébrale de certains malades avec un degré de cyanose très important,
Pourquoi? Parce que je vous ai dit, la microcytose est un facteur de risque des AVC. Il faut donc ne pas saigner en dessous d'un hématocrit de 65%. Et il y a aussi un risque d'abcès cérébral. Et la première chose à laquelle vous devez penser chez un patient qui évolue avec mal à la tête ou même fièvre isolée, c'est l'abcès cérébral qui parfois peut être dans une zone muette. Le rein. Le rein, au moment où il y avait plein de patients cyanogènes, on faisait des biopsies, on savait que c'était des très gros glomérules d'hypoxémie chronique et qu'il y a une vraie, ça je le vois souvent chez les trisomiques, une vraie glomérulopathie liée à la cyanose chronique. Et donc, il faut faire très attention et ne pas donner d'AINS, même si crise de goutte, et faire attention aux produits iodés. Quant à l'hémostase, c'est très compliqué. Je vous ai dit qu'il y avait une dégradation vasculaire pulmonaire, qu'il y a des anomalies des plaquettes, mais ici, il y a des problèmes de consommation de certains facteurs de coagulation. Donc, il n'y a pas de preuve d'efficacité des anticoagulants ou anti-agrégants. En fait, le problème quand on se trouve vis-à-vis d'une polyglobulie, c'est de se dire, est-ce qu'il est polyglobique parce qu'il est polyglobique ou est-ce qu'il est déshydraté? Et est-ce que j'ai besoin de régler ces problèmes d'hyperviscosité? Donc, on va s'orienter en fonction des symptômes, de l'absence de déshydratation, vers une espèce de schéma basique en se disant, bon, s'il est déshydraté, je vais le réhydrater. Si j'ai besoin d'avoir une chirurgie, je vais essayer d'avoir un hématocrit en dessous de 65% pour normaliser un peu plus l'hémostase. Et ensuite, si j'ai des signes d'hyperviscosité, m'assurer qu'il ne s'agit pas d'une carence martiale et éventuellement la corriger. La chirurgie extracardiaque, c'est un problème, mortalité autour de 7%. Ça veut dire que hors de question de vous faire opérer des seins, des dents, de l'appendicite, etc. Ou alors dans un milieu très particulier. J'ai un trisomique qui a fait 3 appendicites avec plastron, mais il paraît que maintenant les appendicites, ça se traite avec des antibiotiques. Donc à la fin, et que ça involue, et que voilà, donc ça fait, il a pris 3 cours d'antibiotiques. Je pense qu'il n'a plus d'appendice et on n'a jamais opéré. En tout cas, ça veut dire que les anesthésistes qui doivent endormir ces malades doivent être absolument rodés à ce genre de cardiopathie, leur dire que non, ça ne sert à rien d'aller mettre un cathé dans l'artère pulmonaire et que, voilà, peut-être une artère, peut-être, et qu'il va falloir faire attention à la vasodilatation de l'anesthésie parce qu'au moment où vous vasodilatez, eh bien, la saturation diminue et que le malade meurt. Ça, je vous en ai déjà parlé. Enfin, point important, grossesse, non. Alors au début, on disait c'est 50% de mortalité et j'ai trouvé un papier tout à fait récent indonésien, impressionnant. En 1 an, ils ont eu 18 Eisenmenger qui étaient enceintes, même schéma, sans traitement. Presque la moitié des malades sont mortes. Et en fait, il faut retenir que si jamais elles allaient jusqu'au bout de cette grossesse, quand la majorité des malades meurent en postpartum. Donc ça, c'était un papier de l'équipe de Londres qui disait, en fait, oui, il y a une amélioration. Vous voyez, quand on compare la cohorte des 97-2017 à 78-96, c'est beaucoup mieux parce que ici, vous voyez, c'est les idiopathiques, les CHD et les thromboemboliques. En fait, c'est quand même pas flambant. Hein. D'accord ? Donc, la mortalité maternelle est inacceptable ici, et ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper chez les quelques patients que vous allez voir et qui sont des ados, en leur disant que ça ne va pas être possible, que ce sera trop risqué et qu'il faut que le gynéco trouve une contraception adaptée, définitive, entre guillemets, encore qu'il n'y a pas de contraception définitive, mais en tout cas, quelque chose qui doit être vraiment très anticipé. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer que c'est en postpartum qu'on meurt probablement de thromboembolie et donc de choses complètement incontrôlables parfois à la maison. Et ça c'est le dernier papier, vous voyez, en 1 an, ils ont eu 18 cas sur 152 machins, et donc il y a la moitié des malades qui sont mortes, avec des événements chez les fœtus qui sont absolument inacceptables. Vous voyez que ça se situe... Voilà, c'est des CIA qui ont des chambres à gauche. Alors, comment on va suivre ces patients? Eh bien, ça va être du multitask, un peu comme ce que vous a montré Damien. On parle aussi des 3 cases, là, rouge, jaune, vert, le top étant de passer au feu vert. Mais en vrai, c'est quoi le feu vert dans un Eisenmenger?
jamais vous allez avoir une SAT de folie, pas possible. Donc, votre objectif, ça va être d'avoir au moins un périmètre de marche acceptable et mieux que ce que vous aviez avant, parce que sinon vous n'allez pas arrêter le traitement, vous allez rajouter. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? La classe fonctionnelle, la saturation, etc. Mais je vous ai dit, c'est impressionnant, des fois, il y a des gens qui ont des VD parfaits et des SAT à 70%, ce qui paraît fou. On va regarder toujours leur foie, leur rein, le BNP, parce que c'est un facteur pronostic. Là aussi, c'est un facteur pronostic vis-à-vis de lui-même. Et puis, le test de marche. Et puis, le cathé cardiaque, eh bien, à mon avis, c'est peut-être une fois dans sa vie. Si quelqu'un arrive avec un shunt et que ça vous paraît évident que c'est un Eisenmenger, ça se discute de faire au moins un cathé une fois, je pense. L'IRM, oui, théoriquement, en vrai, nous, on ne fait pas. Parce que bon, d'abord, il faut mettre un Eisenmenger dans une machine d'IRM. Et ensuite, je ne sais pas si ça va changer grand-chose à notre stratégie. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve vis-à-vis d'une maladie qui évolue doucement et pour lesquelles les projets, on va en parler un peu, sont soit un médicament, soit deux médicaments, soit trois médicaments. Et puis, pour certains d'entre eux, et très peu d'entre eux, pensez à la transplantation cardiaque, mais c'est un très petit nombre de patients. Et pour beaucoup d'entre eux, on sait qu'ils n'y auront pas accès parce que sur la liste de compètes, vous avez les mucoviscidoses et les autres maladies pulmonaires et que comme ils ont la réputation d'aller mieux que les autres, c'est ceux qui sont greffés en dernier. Bref, c'est quand même une solution, on va en reparler. Donc, on regarde toujours, comme on fait dans les insuffisances cardiaques, le foie, le rein, etc. Et c'est ça le suivi. Alors, vous voyez que l'évaluation clinique, c'est théoriquement tous les 6 mois. Des fois, on fait tous les 12 mois. Mais enfin, on ne passe pas une année sans avoir eu un test de marche et une échographie avec des bilans biologiques. Les traitements, on en a parlé. Alors, au début, on disait, mettez de l'oxygène, ça ne sert à rien. Gardez en mémoire que les inhibiteurs calciques, c'est dangereux. Ça ne marche pas et ça tue les gens. Donc, non, les inhibiteurs calciques, bien qu'il y ait eu des gens qui ont dit qu'il y a eu des Eisenmenger, en particulier dans les CIA, qui aient des HTAP qui répondent au NO, je pense qu'il ne faut pas garder que ce soit un traitement. Il ne faut pas garder en tête que ce soit un traitement de fond. Le maniement des vasodilatateurs, vous avez compris que c'est un risque de majoration de la cyanose. Et au début, comme il n'y avait que la prostacycline, Diamin vous l'a dit, il y a eu des trucs qui ont dit oui, ça améliore. Sauf que vous avez un champ de droit-gauche obligatoire et que pour des prostacyclines, on est toujours réticent à mettre un cathé central à des gens qui ont un risque infectieux d'abcès cérébral et également d'AVC. Alors au début, le premier traitement qui a été utilisé pour l'Eisenmenger et qui avait l'objectif, c'était le Breast5 avait pour objectif de montrer que ce n'était pas délétère, d'accord, parce que c'était possible, puisque c'était vasodilatateur, et on a montré que ça améliorait le périmètre de marche. Et puis, ça, vous voyez, c'est vieux, c'est les recommandations très vieilles, et là, maintenant, on dit que, OK, il doit y avoir un cathé, que dans les low risques, on va mettre un traitement sur la décision du test de marche. J'aimerais bien savoir qui a 450 mètres dans les Eisenmenger, le patient. Aucun. Donc, sur le fait d'avoir un périmètre de marche de 450 mètres avec une première intention des inhibiteurs du récepteur endothélique. Parallèlement, ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait Breast5, et c'est ça que je veux que vous reteniez également, Breast5, ça a montré que ça améliorait le périmètre de marche, mais ça a montré aussi que les gens qui étaient des placebos s'aggravaient à une vitesse faramineuse, puisque c'était sur 16 semaines et que les gens étaient étudiés pour 6 mois. Donc finalement, on montrait que c'était une maladie évolutive et que l'idée que finalement c'était une maladie chronique, c'était pas grave, ils n'allaient pas en mourir, ça allait durer des dizaines d'années, eh bien le mérite de Breast5, ça a été de montrer ça également. Alors, les Anglais, est-ce que c'est les Anglais oui. Non, c'était Égalier. Donc, on a montré, ça, c'était un papier ancien qui montrait, voilà, le premier truc, c'était, on disait, oui, d'accord, c'est mieux que les idiopathiques. Mais ce qu'on a montré également, c'est que finalement, non, on avait une durée de vie qui était réduite de 20 ans quand on avait une cardiopathie simple,
avec un Eisenmenger et de 40 ans quand on avait une cardiopathie complexe, c'est-à-dire le VU avec mon nom protégé, c'est pas bon. Ce qui a été montré également, c'est que c'était très dépendant de la classe fonctionnelle, et je vais passer là-dessus, sinon on n'en sortira pas. Ce qu'il y avait comme éventuel thérapeutique, c'était la transplantation cœur-poumon, et je vous ai dit que l'accès à la greffe cœur-poumon, bien que les gens, à Paris, finalement, il n'y a plus que Marie Lanon qui greffe des cœurs-poumons. Avant, il y avait La Pitié, il y avait Fauchera, maintenant il y a un peu la HGP, maintenant il n'y a plus que. Et finalement, même si on envoie beaucoup de malades pour se faire évaluer à Marie Lanon, il y en a beaucoup qui sont récusés. Pourquoi ils sont récusés? Parce que s'ils ont eu des cardiopathies, par exemple, opérées, genre une coarctation avec un isomérisme, ils ont peur que les malades saignent, et leur angoisse pour les Eisenmenger, c'est la collatéralité. Donc, collatéralité, pour eux, égale contre-indication, parce que c'est un saignement à l'extraction du poumon. Donc, non seulement ils sont difficilement accessibles à la greffe, mais en plus, vous savez que la transplantation cœur-poumon, c'est quand même pas la panacée, mais bon. La deuxième chose, c'est que pour certains patients, parfois, et je vous montre celui-là parce qu'on a l'impression qu'on a perdu du temps, on s'est dit, bah oui, tiens, on ne vous voyait pas ici, mais il avait une CIA très bas située, et on a dit, bah oui, il a encore du shunt, peut-être qu'il est accessible à une fermeture, etc. Mais en attendant, il avait à la fois l'hypertension pulmonaire et la défaillance du ventricule droit avec la fuite tricuspide. Ce malade, il est mort de défaillance droite. Donc, retenez quand même que ce qui va faire mourir finalement à la fin un Eisenmenger, c'est toutes les complications infectieuses, neurologiques, mais aussi le ventricule droit. Alors, on n'aura pas forcément les mêmes objectifs que se mettre dans le verre, d'accord? Ça, c'est sûr, puisque de toute façon, on a une maladie qui est déjà très, très évoluée. Alors, pour les malades qui sont un peu limites, j'aime bien mettre ces diapos parce qu'à chaque fois, on se dit, ah oui, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, finalement, pour ceux qui sont limites et lesquels vont être trop tard, eh bien, vous voyez que maintenant, les nouvelles recommandations, ça a changé selon que ce soit des CIA, des CIV, etc. Donc, en gros, retenez que inférieur à 3, ok, c'est bon. Entre 3 et 5, on ne sait pas très bien. En 5, on va faire, on va évaluer leur réactivité, et qu'il y a l'option treat and close, c'est-à-dire traiter et se dire que peut-être les malades vont devenir accessibles à une fermeture. Et puis ensuite, retenez bien que de toute façon, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, je vous ai dit, quand est-ce qu'il faut traiter? Dans les recommandations 20-20 des cardiopathies congénitales, c'est quand on a une capacité, un test de marche de 6 minutes de moins de 450. Alors, je voulais juste vous donner un petit truc sur Bosentan pour vous dire, voilà ce que ça montrait, Bosentan. Les résistances pulmonaires pour ceux qui avaient été cathétérisés. Et dans chaque étude qu'on vous a montrée, il y a un grand groupe et puis un petit groupe cathétérisé, parce qu'on ne peut pas cathétériser tout le monde. Donc, ça montrait un effet sur les résistances, mais ça montrait 50 mètres sur le test de marche. Donc, 50 mètres sur le test de marche, on a dit que ça correspondait à une vraie amélioration fonctionnelle. D'ailleurs, ça correspond à une amélioration fonctionnelle. Et d'ailleurs, ce qui a été montré par ailleurs, c'est pas d'ailleurs, c'est de dire après, la mortalité baisse quand on a traité ces malades de façon spécifique pour les Eisenmenger. Et donc, après, il y a eu des tas d'études, et en particulier, je les ai mis dans le mauvais sens, mais je vais y retourner, se dire que le macitentan, qui avait été étudié pour les HTAP idiopathiques, marchait bien. Et donc, on s'est dit, bon, on va voir si ça marche dans les Eisenmenger. Et là, qu'est-ce qu'on a mis comme endpoint? Ça fait écho à ce qu'on a discuté tout à l'heure. On a mis le test de marche. Et le test de marche, quand vous mettez un endpoint pour savoir si ça vous améliore, au moins, il faut un peu de training, parce que si vous faites le traitement avant, traitement après, vous apprenez à faire le test de marche, savoir comment vous allez tourner dans le couloir, et finalement, peut-être qu'il y a un biais. Donc, c'était un protocole très bien fait sur le test de marche. Moi-même, j'ai inclus des trisomiques dans le Maestro. Ils sont venus me voir pour me dire, mais comment ça se fait que vous arrivez à inclure des trisomiques? Bon. Et bref, tout ça pour vous dire, le macitentan, grosse déception, ça fait moins bien que le placebo sur le test de marche. Grosse déception. Et donc, tout ça pour dire que l'histoire n'est pas écrite. Pour autant, il y a certains papiers qui disent qu'il faut quand même mettre du macitentan dans les Eisenmenger. Moi, j'en mets pas. Hein. Et puis, de toute façon, je ne suis même pas sûre que ce soit remboursé. Non. Bref, donc vous voyez que la littérature n'est pas si simple, et que ce qui était obvious dans le Breast 5 ne l'a pas été.
Est-ce que c'était des patients qui étaient très hétérogènes? Une bonne partie des patients venaient d'Asie, etc. Le tréprostinil, excusez-moi, je ne les ai pas mis dans le bon ordre, ça a été utilisé dans une étude collaborative qui regroupe je ne sais pas combien de docteurs là-dedans. Vous voyez, on a 7 équipes pour inclure 32 patients. Et ils ont dit que ça améliorait les patients. Ce qui est intéressant dans cette étude, ce n'est pas le fait que ça les améliore sur la classe fonctionnelle, c'est que finalement, chez ces malades-là, il y en a eu quand même 5 qui sont morts pendant l'étude avec une baisse de leur test de marche avant de mourir. Donc, ça veut dire que ça, c'est un vrai critère pronostic. Et que d'autre part, moi, je ne suis pas sûre que j'ai envie de proposer du tréprostinil sous-cutané à mes patients qui vivent leur vie normalement, certes bleue, mais voilà. Donc, pour avancer là-dessus, je finirai pour vous dire qu'en épidémiologie, retenez que c'est à peu près 5% des patients qui représentent 5% de notre cohorte qui sont des Eisenmenger, 10% qui sont des HTAP, que on définit ça comme un shunt initialement gauche-droit qui va ensuite donner du droit-gauche, que les symptômes, vous savez, que c'est l'essoufflement, etc., mais que les signes droits, ça doit être un signe d'alerte, et que si les patients sont éligibles, il faut, à mon avis, se presser pour aller à la fois traiter, mais peut-être discuter la transplantation cardiaque quand on a des signes droits, parce que sinon on perd du temps et que ça va être des malades perdus. Que le test de marche, ça prédit beaucoup de choses, et la symptomatologie également. Que le malade doit être comparé à lui-même et vu tous les 6 mois ou tous les 1 an. Le cathétérisme cardiaque, ça me paraît discutable. J'ai mis rarely parce que dans le papier précédent, il disait qu'il fallait le faire absolument. Qu'il faut que les malades soient évalués en cas de complications dans des centres spécialisés. On ne peut pas faire un scanner à un Eisenmenger parce que le sang circule lentement. Si vous faites faire ça chez quelqu'un qui ne l'a jamais vu, vous injectez et puis autant vous faites la photo, il n'y a pas de produit. D'accord. Donc, des scanners, des IRM, ça doit être dans des centres spécialisés. Que les traitements, l'oxygène, les diurétiques, ça marche, mais un peu. Pas de calcium channel blockers, d'accord. Pas de fermeture quand c'est trop tard. Les médicaments, vous avez vu, mais ce que vous a montré Damien sur les croisements, finalement, ce qui est recommandé maintenant, c'est la bithérapie d'emblée, assez facilement, en commençant par le Bosantan, et que la prévention, c'est de traiter les malades jeunes pour éviter cette évolution, qu'il faut les penser assez vite à la transplantation cœur-poumon quand on voit des signes droits, et qu'il faut traiter les arythmies. Voilà.